Et on se retrouve aujourd'hui à un moment décisif pour le BTC. Il est en train de nous dessiner une pattern haussière. Attention, on s'exprime ici en 4 heures, voire même en daily. On ne parle pas d'un retournement de marché. Le crash est terminé et maintenant on va à 800 millions de dollars pour le BTC. Pas du tout, on est encore sur la continuité d'une pattern baissière sur une time frame plus grande qui va s'exprimer en weekly, voire en monthly, mais dans une time frame plus petite. Et oui, on ne descend jamais qu'avec une seule tendance, c'est-à-dire par exemple que des bougies rouges. On aura la tendance inverse qui va s'indiquer ici dans le contexte baissier avec des bougies vertes. C'est-à-dire qu'ici, petit pump à attendre pour ce dernier dans une fourchette de prix qui va pouvoir retrouver les 30 500 dollars à 35 000 dollars. Comment ça se travaille? On va regarder ça à la fois en Elliott Wave et également par rapport à la pattern de fanion haussier et on va directement en fait basculer de graphique et partir sur un fanion pour avoir moins d'indications par rapport aux lignes d'Elliott Wave et pas être perturbé pour les néophytes. Ici, clairement, support bien dessiné par rapport à une ligne parfaite sur les alentours des 28 650 dollars. Une zone de résistance un peu moins bien dessinée, mais malgré tout, j'aime le dire, une résistance n'est jamais toujours et uniquement en fait qu'une ligne parfaite respectée. Ça peut également se jouer par rapport à une zone. Donc une zone de résistance, une zone de support, même si ici, clairement, c'est un cas d'école, on a une zone de support parfaite, vraiment parfaite. Malgré tout, comment on va travailler? Maintenant, l'objectif aussi de cette pattern, si elle devait se concrétiser, elle peut très bien en fait ne pas se concrétiser, et c'est toutes les stats. On rappelle, et je vais le montrer d'ailleurs, le bullish pennant, si je zoome correctement dessus, se retrouve ici en haut à droite. Vous le voyez, la première impulsion haussière, le prix qui stabilise ou en tout cas qui range entre guillemets, d'accord, qui latéralise et par après, statistiquement, on doit retrouver une cassure à la hausse. S'il n'y avait pas ces stats et si en fait on disait d'office ça casse à la hausse, on ne mettrait pas de stop loss, il n'y aurait pas de risque management, on verrait la figure, on saurait lire l'avenir. Ce n'est pas le cas, donc ça ne reste que des stats et ce n'est pas obligé de se reproduire. Donc faites attention, ayez un risque management, ayez un stop loss, ayez également différents TP et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Stop loss placé, bien entendu, ça c'est de votre côté, vous regardez par rapport au risque management, l'exposition de votre trade, etc. Mais on va regarder les TP à placer. TP à placer, on va regarder ça tout de suite. Je prends bien entendu en fait le bas, d'accord, le mât ici qui est placé. Je le copie-colle, hop, copie-colle et je vais placer le mât, c'est-à-dire à la zone de cassure. Ça va nous donner différents objectifs et non pas qu'un. On va regarder comment on voit les différents objectifs. Premièrement, là, je l'ai mis à un moment de cassure, mais qui est, imaginé, je ne sais pas où, d'accord? Peut-être qu'il aura même jamais lieu, peut-être que cette affaire-là va cracher directement et let's go dans les enfers. Malgré tout, on va imaginer qu'il casse à ces zones-là aux alentours des 29 992 dollars. De cette manière-là, l'objectif le plus simple à trouver, déjà, c'est le top par rapport à cela, c'est aux alentours des prix des 35 521 dollars pour le petit BTC. D'accord? Au moment de cassure, là, il n'y a pas encore, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il se fera beaucoup plus tard et que du coup, l'objectif sera un peu plus bas. D'accord? Peut-être qu'il se fera beaucoup plus tôt et que du coup, l'objectif, là, c'est trop tôt, mais vous aurez compris que l'objectif sera un peu plus haut. Peu importe, là, je le fais par rapport à un travail théorique pour exprimer les choses de manière pédagogique et que vous, après, vous puissiez également le faire vous-même sans regarder mes vidéos, d'accord? Parce que vous avez appris des choses. Maintenant, objectif max. Objectif intermédiaire, en fait, c'est simple, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire la moitié du mât. On va retrouver ici autour des prix des 32 711 dollars. Et le premier TP, premier objectif, et il peut y avoir un échec là, sans problème. C'est-à-dire en fait les premières zones de touchette par rapport à la résistance. Première zone de touchette par rapport à la résistance, c'est les deux derniers plus hauts ici. Voire même par rapport à celui-là, on a fait une espèce de range vraiment horizontal. Et on voit que celui-ci se situe aux alentours des 30 700 et un peu plus bas des 30 500 dollars. Donc ici, un premier TP à mettre. Donc stop loss à placer là où vous voyez par rapport à votre exposition, etc. Par rapport au niveau de support qui vous intéresse, etc. Et TP1 à mettre à 30 700, 30 500, pardon. Un peu plus TP2 à mettre aux alentours des 32 700. Et également un dernier TP à placer aux alentours des 35 500. D'accord? Je rappelle, on ne clôture jamais un trade à 100% dès qu'on arrive dans le dernier TP. On clôture seulement, par exemple, 30, 30, 30, 90. Pour donner un exemple et laisser courir 10%. Pourquoi? Parce qu'on ne crache jamais sur des bénéfices supplémentaires. Au contraire, on met un stop loss et on sort de sa position d'un seul coup parce que là, on crache sur les pertes supplémentaires possibles. Donc, on dit non. Moi, j'ai prévu de perdre 2% par exemple sur ce trade-là. Je ne perds que 2% et pas plus, d'accord? On ne clôture pas, en fait. C'est fou, ça met un trade manuellement. Si vous clôturez un trade manuellement, c'est que vous n'avez pas votre risque management, c'est que du coup, vous n'avez pas prévu en fait la perte. La perte que vous deviez avoir maximum possible, d'accord? C'est ça le risque management. C'est pas, en fait,
Le nom même de risk management vous indique que vous êtes en train de travailler la perte et le risque que vous prenez, non pas le bénéfice et le gain possible. D'accord? Il n'y a pas de risque de gain. On ne parlera pas du mot risque, on parlera du bonheur de gain, si vous voulez. Mais là, en fait, tout le risk management, c'est vraiment de travailler ce risque de perte possible. Et si vous clôturez votre trade manuellement, ben, du coup, je ne sais pas comment vous prenez vos décisions sur quelque chose d'émotionnel, en fait, sur une impression de OK, on amorce une baisse, donc je clôture. Et malheureusement, l'émotionnel va travailler souvent en fait contre vous. C'est-à-dire que vous allez clôturer manuellement votre trade. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment où vous allez clôturer ou juste un peu après que vous clôturez, eh ben, le mouvement que vous espériez au début de votre trade va se passer. D'accord? Donc non, on met son stop loss à un niveau technique avec une perte travaillée qui est calculée à l'avance, définie à l'avance. Si on prend sa perte, on prend sa perte par rapport au stop loss et non pas une clôture manuelle. Bon, ça encore une fois, ça s'apprend et vous allez le voir en fait par vous-même, par après, en manipulant le cours, en manipulant les trades et en faisant ça par vous-même et par expérience. Au début, on entend CMA, on dit parle, et après, en fait, plusieurs mois et plusieurs années peut-être d'expérience, vous allez finalement bien agir de cette manière-là. Maintenant, ça c'est dit par rapport au graphique, par rapport au fanion haussier. On va partir maintenant sur les Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, également, juste avant de commencer, j'allais oublier, ceux qui veulent faire une donation à la chaîne, vous pouvez le faire. Ça vous permettra par après, selon les donations et selon les paliers qui ont été atteints, d'avoir soit le PDF qui est en train maintenant de défiler sous vos yeux, et également, si vous faites une donation encore plus importante, d'avoir à la fois le PDF et également la possibilité de demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, bien entendu. Maintenant que ça c'est fait, let's go, on reprend l'analyse. Même chose, on va exprimer tout, d'accord? Donc tout sera exprimé ici, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs ici, juste je mets un truc de retrait parce qu'il est beaucoup trop épais. Excusez-moi, 2 secondes, boum, trop épais, toi, hop, mets-toi en retrait, je te mets même en quasi transparent et c'est parti. Premièrement, rebond que l'on aimerait voir, il est vrai, parce que statistiquement, on ferait une 2 qui ira rechercher son Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Et les stats nous amènent à une 2 dans cette zone de prix à hauteur de 73% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit cette construction-là, et qui, je rappelle, s'introduit et s'inscrit dans une baisse beaucoup plus forte, vraiment assez forte même, vous le voyez là par après, on va en parler d'ailleurs, malgré tout, ici, les stats voudraient qu'on retrouve un rebond qui aille chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci. Hop, je le place de cette manière-là. Je vais un peu l'étaler plus fortement. Hop, ici, hop, de cette manière-là. Et la zone stat, c'est ici. Petit rectangle, 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc rebond à attendre normalement dans cette zone-là. D'accord? Maintenant, les stats peuvent ne pas se produire. Peut-être qu'il va y avoir un petit rebond ici, ou même peut-être que le plus haut a été fait, et qu'en fait, boum, on écrase déjà et on aura fait un rebond seulement vers les 38,2. Malgré tout, les stats nous amènent à aller voir un prix là-bas en haut. D'accord? Maintenant, comment ça se construit? On va parler de tout. Donc, ceux qui ont vu la dernière vidéo avec une WXY potentiellement fini sur le top de B ici, on va en parler. D'accord? Bien entendu, on parle de tout. On parle de tout, on est transparent ici et on voit tout. Malgré tout, avant. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est un beau triangle tout de même. D'accord? Quand on voit ça se dessiner avec les jours qui suivent, parce que ça fait quand même quasi une semaine que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il se passe rien. À partir du moment où il se passe rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à part on attend, on observe. Et quand enfin on voit une figure, on fait une vidéo. Et maintenant, enfin on voit une figure, soit une ABCDE, soit également dans les patterns un peu plus simples, un fanion. Et là, je fais une vidéo. Mais avant, ça n'a aucun sens, d'accord? Donc ici, clairement, qu'est-ce qu'on fait? A, B, C, D, E potentiel. Et extraction vers le haut. Extraction vers le haut, on va regarder comment on travaille les objectifs d'Y. C'est-à-dire les différents TP à placer, comme le fanion, comme les traders qui font du trade sur des figures plus simples. En Elliott Wave, on met également différents objectifs. Objectifs normalement à atteindre, minimum, ce sont les 61,8% de Fibonacci. Donc un TP que l'on va placer ici, aux alentours des 32 101 $. Malgré tout, on peut également anticiper un TP aux alentours des 38,2. C'est plus rare, mais c'est important de prendre au moins un TP de sécu, c'est ce que j'appelle moi TP de sécu, c'est-à-dire une première toute petite zone de vente. Pourquoi? Pour essayer de couvrir les frais si vous êtes en levier par exemple et des choses comme ça, d'accord? Tout simplement, c'est-à-dire ici les fees et tout ça. Donc ici on va retrouver un premier TP à placer comme le fanion aux alentours des 30 700, 30 800 $, plus précisément ici sur Coinbase. Maintenant, du coup, les autres objectifs sont un peu plus élevés tout de même. On va retrouver un objectif à 100% qui se retrouvera à 34 300 $, pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. On va retrouver également un objectif un peu plus haut ici, qui va se retrouver plus haut que du coup les fanions ici par contre. On aura plus d'objectifs en Elliott Wave qu'en fanion, ou plutôt qu'avec le fanion, pardon. Un objectif placé à 35 600 $, pardon, et un dernier à 161,8% de Fibonacci qui va se placer aux alentours des 37 749 $, d'accord? Donc ici,
Même s'il y a un pump du BTC qui continue jusqu'à 37 000, etc., on n'est pas pour autant sorti du marché baissier. De manière objective, non subjective, de manière finalement analytique, avec des indicateurs non émotionnels, avec la peur, d'accord? On voit encore et toujours, malgré un pump possible, la configuration baissière. Plus tard, c'est-à-dire d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, si on voit qu'en fait on a latéralisé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, que en fait on n'a jamais fait de plus bas par rapport aux 25 000 $, qu'il y a plein d'indicateurs qui font pas configuration, mais le switch entre j'étais bear et je deviens boule parce que voilà, il faut lire l'indicateur et à ce moment-là, je sais pas, ils deviennent tous boules. Ok, là on passera boule. Pour le moment, on a une latéralisation du cours que depuis le 13 mai, c'est-à-dire finalement le dernier top ici possible du 13 mai. Ça fait seulement 11 jours qu'on est à plat. Il n'y a rien ici de waouh, ça y est, le bottom a été forcément connu. On reste encore et toujours dans la tendance qui pour le moment s'indique. Et quand on aura des indices supplémentaires pour dire ok, on peut changer de fusil d'épaule, on peut entre guillemets retourner sa veste et on va passer dans le camp opposé, let's go, on le fera et on suivra la tendance qui devrait s'indiquer normalement de manière statistique la plus élevée. Mais c'est toujours une question de statistique, d'analyse, d'indicateurs. Ce n'est pas une question de peur, d'émotionnel, de j'ai envie. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Pour le moment, trop tôt que pour dire le cours a d'office connu son bottom aux alentours des 25 000. Maintenant que ça a été exprimé, qu'on a mis les TP par rapport à la Y, etc. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, comme ça on est très complet, on avait potentiellement enfin trouvé une X et une Y. Malgré tout, quand moi je vois cette construction-là, d'accord, que du 3-3-3 partout, une consolidation à l'horizontale, la première impulsion, en tout cas la première vague haussière ici, j'ai vraiment envie personnellement de me mettre un triangle. D'où en fait mon changement de plan entre guillemets pour le moment, d'accord. Également le récit qui pour le moment ne fait que des plus hauts, c'est-à-dire que non, d'accord, je vois pas en fait une 2 posée là avec un récit qui continue à enfoncer par après. Donc maintenant qu'on a plus d'indices, plus de latéralisation, on va pouvoir voir une figure qui va durer plus longtemps, avec une X qui se fera plus tardivement et une Y également plus tardivement. D'accord. Maintenant, on va regarder comment ça se construit. D'accord. Si jamais ça devait cracher maintenant, on va terminer, imaginez que maintenant, en fait, ce qui se passe, la vidéo, je la clôture et d'ici 3 heures, il s'est passé ça. Et on a tout écrasé. À ce moment-là, je ne laisserai pas WXY comme dans la vidéo précédente. Je vais mettre ceci, la Y par rapport à ce top-là, pardon, et la X avant. Et la X là, d'accord, avec une construction en 3 ici, qu'il faudra analyser. Pour le moment, moi, personnellement, je suis propre dans ce triangle-là, donc je n'installe pas ça. Et surtout, j'ai mon fanion aussi également. Le support qui joue très bien, avec un beau petit rebond au moment où je parle. Donc, j'ai plutôt envie de voir un rebond. Mais voilà, après, malheureusement, on crash, vous le savez. D'ailleurs, on va faire le travail, juste pour réindiquer ça. Parce que... je le sais et c'est difficile à le dire, mais en fait, là, le crash que l'on a connu actuellement est ultra faible. C'est-à-dire qu'un crash qui a été faire son top à quasiment 70 000 et qui a été retrouvé les 25 000, c'est juste ultra faible. Je sais que c'est difficile à entendre pour les nouveaux sur le marché qui se disent comment ça c'est méga faible, qu'est-ce que tu me racontes là, arrête de dire ça, ça me fait mal à la tête. Aussi en fait, le crash est méga faible et donc on va en fait retourner sur un autre graphique pour montrer ça. Le BLX même, je vais aller sur le... Est-ce que je vais sur le BLX ou je reste ici? Non, je vais rester ici parce que BLX, il y a beaucoup d'indications aussi, il me semble. Quoique ça va, il n'y en a pas tant que ça. Donc on va rester sur le BLX, il n'y en a pas tant que ça. En fait, le truc à comprendre, c'est que tous les crashs précédents, et je vais mettre ça non en log et je vais rester en auto, tous les crashs précédents, quand on revient en fait sur ceci, on fait des corrections qui ont au moins été chercher les 76,4% de Fibonacci. Mais au moins. Donc ici, je l'étends et on va regarder. On a été chercher les quasi 85,4% de Fibonacci pour le crash d'année ici 2018-2019. D'accord ? Là, c'est pour cette année-là. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On est sur un crash mais qui est ridicule. Enfin, je suis désolé de le dire, mais voilà. Enfin, on va regarder à combien on est. Et puis après, on va exprimer le chiffre par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Pour le moment, on a une correction qui a été chercher les 61,8% de Fibonacci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est le plus faible. Le plus faible des crashs, pour le moment connu, a été fait aux alentours des 76,4. Je vais vous le montrer, on va aller dessus. Ici, c'est toujours pas le cas ici. Là, on est sur un crash qui a été ultra fort également. Hop, on va prendre ça. Hop, de cette manière-là, on va là-bas tout en bas. On est sur un crash qui a été cherché de nouveau les 85,4. Je suis sur le crash juste avant celui de 2018-2019. Je suis sur le crash de 2014-2015. D'accord? Donc juste avant. Il n'y a pas eu beaucoup d'halving. Le BTC, il est tout jeune. Il a que 12 ans. Donc j'ai pas beaucoup de crash à vous montrer. D'accord? Donc il y en a un, deux majeurs et le troisième juste avant qu'on va regarder ensemble. Bien entendu. Hop, on retourne là en dessous, là avant. Hop, je me remets en automatique.
Ah oui, non, d'ailleurs, il y en a eu 3 ultra puissants. Celui-ci aussi, j'avais oublié, je vais vous montrer. Celui-ci, d'ailleurs, hop, en année de 2011-2012, d'accord? Crash de 90%. Bonjour le crash, d'accord? Donc ça, c'était pas une blague. Et ouais, ce fameux crash alors de seulement, et je suis désolé, de seulement 76,4. Il est un peu après, il est là. Et là, on peut parler d'un crash qui a été assez court, il est vrai, mais d'un crash tout de même, parce qu'on a quand même retrouvé cette correction, et je parle de ça. Hein, vous voyez mon indication ici avec mon curseur de 76,4. Et là, on a été chercher 76,4, même un peu plus. C'est-à-dire que pour le moment, la correction que l'on a, c'est un crash qui aurait été exceptionnellement faible sur le BTC. C'est pas ce qu'on retrouve. C'est pas ce qu'on retrouve habituellement. Et il faut en avoir conscience. Donc ici, je vais retourner là-bas en haut. Et si on devait retrouver juste un crash qui allait retrouver exceptionnellement que les 76,4, ça nous mettrait quel prix ici devant nos yeux. Hop, on va regarder. Hop, j'ai pas cliqué. Hop, de cette façon-ci. Ça ferait un prix qui irait rechercher les 16 000 $, d'accord? Et il faudra avoir conscience que c'est un des crashs les plus faibles vus historiquement. Et si on va retrouver au contraire la zone statistique, pour le moment, c'est des stats, hein, les plus fréquentées, c'est ça que ça veut dire le mot stat en fait, j'ai l'impression de me répéter, mais je prends en fait toutes ces précautions pour faire comprendre que c'est des données qu'on est en train de mettre devant ici d'appliquer et non pas de j'ai l'impression de ici et ça. Par rapport à ce qu'on a vu, les faits vrais passés, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? D'accord? C'est pas plus compliqué. Et l'objectif, c'est les alentours des 85,4 à 90 par rapport à ce qu'on a vu. Et c'est une fourchette de prix qui pourrait nous amener à 10 291 $. Bon, allez, je donne des dollars au dollar près, mais fourchette, d'accord? Ou un peu plus bas ici, les 6 900 $. Ouais, vous l'avez entendu, 6 900 $. Donc, c'est très puissant comme baisse possible. Maintenant, on est le wave. On va en parler parce que les Wave, par rapport au décompte que je tiens, il voit aussi une baisse malheureusement très drastique sur du plus long terme. Hein. Vous l'avez vu, hein, petit pump, il est vrai, mais sur du plus long terme, en weekly, monthly, ça fait mal. Alors du coup, je vais passer en daily. Hop, je passe en daily. Hop, je mets ça maintenant à l'échelle, comme ça. Hop, c'est parti. Alors, on va symboliser le pump dans la zone statistique. Je vais retirer vite les objectifs par rapport au trade ici. La zone statistique, c'est là, entre les 50 et 61,8, c'est-à-dire entre le prix du rebond, hein, 32 000 et un peu plus bas, plus haut ici, les 34 300 et quelques $. On va le mettre au milieu pour dire qu'on finit au milieu et qu'on joue avec les deux bords. D'accord? De cette manière-là, objectif de 3, 4 et 5 et voir où ça peut descendre. Et je rappelle, ce sont des stats. Il se peut que les stats ne se reproduisent pas. Il se peut que ça fasse des choses plus faibles. Il se peut que ça se fasse des choses plus fortes. Peu importe. Vous avez compris le mot stat et non lecture d'avenir. D'accord? De cette manière-là, je vais la racine, je vais au top de 1, je vais à mon bas ou enfoncement de 2, hein, si on s'exprime comme ça. Potentiel. On n'y est pas. On n'en sait rien. Même peut-être qu'en fait, c'est fini. Il n'y aura plus de pump et on n'arrivera jamais dans cette zone-là et qu'on écrase tout. Peu importe. La zone de 2 potentiel, 33 564 $. Écrasement par après de la 3 possible, et la 3 va se placer théoriquement, statistiquement, sur les 161,8% Fibonacci, c'est-à-dire un prix des 9 792 $. Allez, sous du coup les 19 000, 20 000 $ ATH du fameux bull run précédent de 2017 jusqu'à 2018. Et oui, ça je suis désolé, mais voilà, c'est la vie. Là, je sais qu'il y a plein d'arguments on ne peut pas dépasser, écraser l'ATH précédent. Moi, je ne suis pas du tout sur cet état d'esprit-là. Pour moi, on peut le faire sans souci. Malgré tout, par après rebond de 4, comme si on part dans cette théorie d'une 2 rebonds statistiques, etc., régulière, 73% des cas, des deux finissent dans leur zone, à ce moment-là, on va faire une 4 qui sera également régulière. Une 4 qui va faire un retracement. Ah, trop de choses à l'écran, c'est difficile pour vous. Pour les néophytes, 0, 23, 38, 2. Et le retracement classique, c'est d'aller retrouver, comme on aura fait à ce moment-là, dans le scénario pour le moment montré, une de classique théorique régulière. On va retrouver une 4 régulière, c'est-à-dire au 38,2. Un rebond de nouveau sur les 19 000 $, qui à ce moment-là, si on essaye d'interpréter le scénario, etc., finalement lui donner un scénario de film, retour sur la zone de résistance et de support précédente, etc., des 19 000, 20 000 par rapport à l'ATH de 2017-2018. Donc voilà, hein, ce qu'on dira à ce moment-là, attention à cette résistance, etc., si ce scénario se produit. Et par après, let's go, extraction vers le bas, de nouveau, et le dernier enfoncement de la 5. Objectif de 5 statistiques, vous l'entendez bien stat, c'est-à-dire les 100% de Fibonacci qui sont ici le prix des 4 244 $. C'est très bas, mais c'est l'objectif, d'accord? Objectif possible, ça veut dire en fait un double bottom des 61,8, mais qui n'est en fait pas indiqué normalement dans ce cas de figure-ci, d'accord? Les 61,8 sont un objectif possible, on rappelle quand une 3 est plutôt faible et qu'une 3 ne ferait pas en fait ces fameux 161,8. Maintenant je vous ai montré les stats, d'accord?
une 3 plus faible, c'est plus rare. À ce moment-là, on verra une 5 également plus rare. Mais on n'y est pas encore, d'accord? On en est là, nous, pour le moment, pour toutes les stats. Et les stats voudraient dire qu'on aille et qu'on irait rechercher les 4100. C'est ça, hein, plus ou moins, 4100. 4100, 4200. Refaire finalement un bottom par rapport à ce qu'on a connu là précédemment. D'accord? Ça, c'est super puissant. Mais non, si jamais il y en a qui sont plus curieux en fin de vidéo, qui se disent ouais, CMA, vas-y, fais le scénario où la 3 n'arriverait pas à ses stats, etc., elle serait plus faible, etc. Comme ça, on voit quand même un peu les choses et les scénarios possibles. Ok, on va le faire. Donc, de cette façon-là, hop, Fibo, d'accord? On a dit normalement 168. Moi, on va expressément aujourd'hui ne pas répondre à ces stats. Hop, une 3 plus faible. N'importe. Je sais pas où. Plus faible. On la met ici à 12 500. Comme ça, on a un prix, peu importe. Rebond de 4, là, ça ne change rien. Rebond de 4, on va faire une statistique, d'accord? Donc, c'est-à-dire un 38,2. Là, ça ne change rien, là, d'accord? Hop, de cette manière-là, et un 38,2. 38,2 un peu plus haut. Et là, maintenant, les objectifs. Je vais tous les énumérer. Objectif d'une 3, quand une... objectif, pardon, d'une 5, quand une 3 n'atteint pas ces 161,8 sont, on les écoute tous, 38,2. 61,8, 100 et 161,8% de Fibonacci. Let's go, je prends mon Fibo, paf, l'extension et let's go, on lit ensemble. Premier objectif, 38,2. Malheureusement, je le dis et j'insiste, 38,2 comme on le voit ici à l'écran, ça nous ferait une 5 tronquée. 5 tronquée, c'est pas du tout à privilégier. Point, ça va pas plus loin. Ça existe, mais c'est tellement plus rare qu'on doit vraiment... Mais alors là, je vous dis tellement plus rare, c'est vraiment beaucoup plus rare, même qu'une 3 qui est plus faible que 161,8. Donc c'est tellement plus rare qu'on va pas l'indiquer ici. Vous prendrez si vous êtes en trade avec un short, un TP, mais pour une projection de prix, c'est pas ce qu'on va du tout favoriser. D'accord? Donc on va placer la 5 non pas au 38,2, mais plutôt au second objectif à favoriser qui sont les 61,8. Et là, on tombe sur un objectif des 11 459 $. Et ça, c'est encore une fois un objectif mis au hasard. J'ai juste symbolisé une 3 faible. Mais vous voyez que les objectifs du coup pourraient donner par après, peu importe où vous aurez posé votre 3, un objectif de 5 plus léger, plus faible, d'accord? Plus finalement acceptable par finalement la masse. Mais voilà, on verra ce qu'on dessine. Est-ce qu'on dessine une faible 3? Est-ce qu'on dessine une forte 4? On n'y est pas. Donc je viens de mettre devant vos yeux les deux scénarios possibles. Après, il y a les objectifs également. Les 100 qui sont allés à 5800 et, bon ben là, 161,8, mais c'est ridicule parce qu'on va aller là-bas tout en bas, à moins 3. Et même si je mets mon Fibo en log, juste pour voir, Fiblog, allez, j'ai un souci. J'ai sélectionné les bonnes choses, je me mets en log ici. Pouf, pouf, pouf. Ça va être compliqué, je crois. Hein. Hop, hop, hop. Et je le mets en log. Alors, Fib, est-ce que je vais y arriver cette fois? Ah voilà, super, réussi. De cette manière-là, les objectifs sont légèrement différents, bien entendu. Quand on travaille en log, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Quand on a travaillé en non logarithmique et qu'on passe en log après, c'est compliqué. Et en le travaillant en log de cette manière-là, tout de même, il est vrai, là, à ce moment-là, les 168 se retrouveraient seulement aux alentours des 9000. D'accord? Et les objectifs avant, 38,2 pas favorisé non plus, 61,8 non plus, ça nous ferait du 5 en tronqué, d'accord? Du 100 non plus, voilà. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je ne travaille pas en log. Mais je l'ai fait, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui se demandent, et CMA, si tu travailles en log, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc je l'ai mis en log aussi. Mais moi, je ne le travaille pas en log du tout. D'accord? En tout cas, pas pour ça. Le logarithmique, pour moi, me permet de faire quoi? Pas ça. Pas ça. Mais pour moi, le logarithmique me permet de travailler des time frames beaucoup plus grandes que du monthly, du weekly. D'accord? Moi, je vais travailler en log quand je me retrouve sur du BLX et quand en fait j'ouvre ça par exemple en monthly et que je le mets de cette manière-là. D'accord? Là, ok, le log m'intéresse parce que je vais devoir vraiment travailler des prix qui travaillent le centime, ici comme on voit à gauche, avec à droite ici, le centime, le dollar, par rapport à des prix qui sont ici à 37 000, 69 000 $. D'accord? Donc là, c'est intéressant de travailler du log. Mais dans une time frame si petite, sur un laps de temps si petit, le logarithmique, c'est pas pour moi. D'accord? Si vous voulez travailler en logarithmique, vous le faites. Mais personnellement, c'est pas pour moi sur des time frames si petites. D'accord? Le logarithmique, pour moi, c'est vraiment sur une échelle de temps beaucoup plus importante pour pouvoir regraduer tout ça un peu plus correctement et de manière plus lisible également. Maintenant, je pense avoir tout vu, d'accord? On a vu le fanion haussier, on a vu les holotwaves de manière assez profonde, on a vu du coup dans le message qu'on pourrait s'attendre à un léger pump, mais juste léger, et par après malheureusement continuer l'écrasement du BTC. On a tout vu, je ne vais pas faire plus long, ça ne sert à rien, je vous souhaite à tous une bonne journée, et j'ose espérer à demain s'il se passe des choses. Ciao!